Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir ici Fadila Maharoufli. Fadila a participé à ce livre que je tiens entre les mains qui s'appelle Cacher cet islamisme, livre écrit sous la direction de Florence Bergeaud-Blaclair et Pascal Hubert, livre auquel j'ai l'honneur de participer également. Mais je voulais surtout discuter du témoignage de Fadila parce que c'est un de ceux qui m'a le plus marqué à l'intérieur de cet ouvrage. Mais peut-être d'abord vous raconter pourquoi je reçois aujourd'hui Fadila et à la suite de quelle affaire. Donc Fadila est belge et ce que je vais vous raconter vous montre que toutes les histoires belges ne sont pas drôles et que certaines peuvent même avoir des aspects dramatiques. Cette histoire commence d'une façon assez simple. C'est une carte blanche qui est laissée à une jeune journaliste qui s'appelle Florence Hénault, carte blanche sur le voile. Lors de cette carte blanche, cette jeune femme compare le voile à un t-shirt avec un Bouddha écrit dessus et va occulter toute la dimension finalement patriarcale, voire religieuse, en tout cas le symbole d'obligation religieuse qui est rattaché au voile, et surtout évacue complètement le fait que le voile symbolise le refus d'accorder l'égalité aux femmes, mais va même encore plus loin puisqu'il dit de façon très claire que leur corps est impur, qu'elles sont provocation et qu'elles doivent être donc cachées aux yeux du monde. Et il est très difficile d'habiter un corps et d'être autonome et libre si vous habitez un endroit sale. Penser que son propre corps est sale est très très compliqué pour avoir un rapport au monde et un rapport à l'extérieur qui soit sain. Donc cette carte blanche vous choque énormément. Et vous voyez avec plaisir Florence Bergeaud-Blaclair, qui est une anthropologue, et qui va faire une réponse point par point à cette carte blanche. On aurait pu dire prise de position, contre-position, bon, on appelle ça un débat. C'est pas du tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que la jeune journaliste va estimer que le fait de lui porter la contradiction est inacceptable et donc va tout de suite renvoyer ceux qui la contredisent à une horde d'extrême droite. Elle va le faire d'autant plus qu'elle commet une faute qui est une faute déontologique, c'est-à-dire qu'elle fait relire son papier sur le voile par quelqu'un qui appartient de façon explicite aux frères musulmans et qui valide donc la prise de position, ce qui n'est pas étonnant. Les éléments de langage sont assez proches de ce que les frères musulmans veulent diffuser comme vision sur le voile. Et à partir de ce moment-là, la situation dégénère. La jeune journaliste explique qu'elle est victime de harcèlement. Or, je vous invite à aller regarder par exemple ce que prend Mila en France pour voir ce qu'est un vrai harcèlement avec menace de mort, une violence extrême. Là, c'est pas le cas. En fait, il y a des gens qui viennent débattre et qui ne sont pas en accord avec le point de vue de la journaliste. Sauf que ce faux harcèlement, cette tentative de victimisation va rencontrer énormément de soutien, des soutiens qui ne vont jamais aller au fond, qui ne vont jamais aller regarder la réalité des faits. Ces soutiens, ils sont à la fois dans le milieu journalistique, mais ils sont aussi dans le milieu politique et notamment chez Écolo et le PS qui vont se mettre notamment à vous attaquer vous, qui à l'époque dirigeait un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des fondamentalismes et sur lequel vont porter un certain nombre de critiques parce qu'on va vous reprocher, en osant parler d'islamisme, finalement d'être d'extrême droite. Et l'affaire va prendre de plus en plus d'importance au point qu'il est décidé d'écrire ce livre. Et aujourd'hui, alors que le livre sort en Belgique, vous subissez un boycott extrêmement fort, au point d'ailleurs que le livre va sortir en France début juin, afin d'éviter que les témoignages qu'il porte ne soient étouffés. Donc Fadila, déjà la première question que je veux vous poser, c'est qu'à l'intérieur de votre témoignage, vous expliquez que cette carte blanche, vous la recevez quelque part comme un point dans l'estomac, un coup de poing dans l'estomac. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cette carte blanche vous choque et pourquoi, pour vous, il est essentiel d'y répondre? Eh bien déjà, merci de m'avoir invité pour pouvoir parler du livre. Il était important pour nous et surtout ça a été choquant pour moi parce que pour moi il y avait une volonté de nier en fait, de mettre un déni sur ce que nous vivons en tant que personnes justement issues d'immigration marocaine et musulmane. C'est-à-dire que
voilà, moi je suis née d'une famille d'origine maghrébine, troisième génération. J'ai pu vivre pendant toutes ces années, j'ai 45 ans, toutes ces années le poids du religieux, de la pression sociale du quartier, de la communauté, où finalement pendant toutes ces décennies on nous a fait taire sur tous les problèmes et les difficultés qu'on vivait, et aussi surtout sur toutes les pressions qu'on subit du religieux. Et ici, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait une participation d'une personnalité qui se dit journaliste, et qui est en lien avec d'autres partis, et qui se dit féministe, qui se disent démocrate. Et en fait, finalement, c'était une façon pour moi d'étouffer en mettant en avant le fait que des femmes puissent être libres de porter le voile. Parce que, d'abord, par mon expérience personnelle, on se rend compte que c'est pas un choix, contrairement à ce qu'on peut dire. Même ces femmes, en fait, qui sont en réalité des militantes islamistes, sont endoctrinées, on leur apprend en fait à mettre en avant leur voile, le côté religieux, et à faire un déni de ce qui peut se vivre à l'intérieur. Et donc pour moi, il était important de pouvoir porter la parole, de pouvoir dire que effectivement que ce qui a été amené par Florence Henault, que tout ce qui a été dit en fait n'était pas fondé, mais était très léger, avec aucun argument. Et quelque part, la réponse de Florence Bergeaud-Blaclair était salutaire pour moi, parce qu'on se rend bien compte que les femmes comme moi, qui avons subi et qui... On aimerait en parler, mais on ne nous laisse pas la possibilité d'en parler, on nous occulte, on laisse toujours la parole en fait aux femmes qui sont plutôt militantes et qui font la promotion du voile. Et c'est un déchirement pour nous, parce que toute la violence sont toujours des stigmates qui sont présents, on se bat pour certaines d'entre nous depuis pas mal d'années pour essayer de s'en sortir. Moi j'arrive pour l'instant à en parler, bien que parfois c'est encore difficile, il peut m'arriver de bégayer, etc., tellement le trauma en fait est très grand. Et vous avez eu le sentiment quelque part que la violence patriarcale et religieuse finalement que vous viviez, et qui était une pression sociale mais liée à une appartenance communautaire, tout d'un coup en fait ceux qui auraient dû être les alliés de l'émancipation devenaient en fait les alliés de ceux qui vous étouffaient, qui empêchaient tout accès justement à un mode de vie choisi ou différent? Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte qu'avec les années, les politiques qui ont été menées à Bruxelles, dans ces quartiers, dans ces différents quartiers, puisque effectivement, en France, on connaît bien Molenbeek, mais il n'y a pas que Molenbeek, il y a Anderlecht, Saint-Josse, Schaerbeek, enfin différents quartiers. Et on se rend compte en fait que toute cette politique ont favorisé finalement le patriarcat, l'ont même aidé à s'installer, ont aidé à acquérir une autorité pour les imams, une légitimité qui fait que la population ne s'identifie plus qu'à, on va dire, la loi religieuse passe au-dessus de la loi du pays. Et pour eux, au-dessus de la loi religieuse, rien n'existe. Et ce que vous dites, c'est que quelque part, c'est pas si étonnant, parce que de fait, rien n'a été transmis, et que ceux qui devraient montrer qu'une autre société est possible, au lieu de mener ce combat-là, viennent plutôt en renfort de ceux qui vous enferment et qui vous essentialisent finalement. Oui, c'est ça. Et finalement, en fait, on voit que tous ces hommes, qu'ils soient imams, mais qu'ils soient aussi éducateurs de rue, qu'ils soient travailleurs sociaux, parce qu'évidemment, tout ce beau monde a évolué, a pris une place dans la société, dans ces différents quartiers, alors que le contraire, pendant, on va dire dans les années 80, 90, on voit que les femmes n'ont peu place en fait dans l'espace public. Elles sont souvent reléguées à rester à la maison, alors que les garçons sont plutôt à l'extérieur, à être actifs, etc. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, le réel montre un certain nombre de choses et que personne ne le regarde et que personne n'en tient compte. Tout à fait. Donc on n'en tient pas compte, mais en plus il y a un déni aussi, ce qui est encore plus grave, parce que on le voit, on le sait, mais on n'en parle pas, il faut l'étouffer. Et on participe en fait à cette omerta pour différentes raisons, pour une question de subvention, pour une question électoraliste, etc. Et donc et ce qui va m'interpeller par la suite, surtout dans les années, on va dire 2000, puisqu'à partir du moment où il y a eu les attentats à New York, on va voir que la parole va commencer à se libérer, parce qu'avant 2000, au sein de la communauté, les choses ne pouvaient pas se dire. Donc, c'est-à-dire qu'on considérait que l'autre, que l'altérité était différente, mais on ne pouvait pas le dire. Ça restait entre nous, donc il y avait des mots crus. Les mécréants, donc les non-croyants, étaient considérés comme des porcs, c'était impur.
Entre nous, ça se disait, mais ça ne pouvait pas se dire à l'extérieur. Et donc, finalement, toutes ces personnalités de gauche qui étaient de bons sentiments, voilà, où ils essayaient en tout cas, sous couvert de bons sentiments, parce qu'en réalité, il suffisait d'un peu ouvrir les yeux, on pouvait constater quand même la souffrance des filles, mais aussi des garçons, puisque quand même, il y avait déjà une séparation entre les filles et les garçons qui était bien présente. Et c'est vrai qu'après après les attentats de New York, ça va se libérer et donc on va voir une communauté qui va être beaucoup plus revendicatrice, le religieux va être beaucoup plus... Quand tu dis ça va se libérer, c'est la parole qui va se libérer, c'est pas une parole démocratique et c'est pas une parole d'émancipation. C'est la parole des islamistes qui va se libérer et l'action qui va devenir de plus en plus, enfin l'influence qui va se renforcer de plus en plus. Tout à fait, c'est ça. Il y a quelque chose dont j'aimerais que tu nous parles, qui est dans ton témoignage et qui est très fort, qui est l'expérience que tu racontes au moment où tu deviens anthropologue et tu vas mener une recherche sur la façon dont les femmes s'organisent. Et donc tu vas te rendre très régulièrement dans un centre qui réunit un certain nombre de femmes maghrébines. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu découvres à cette occasion? Donc moi j'avais une volonté à ce moment-là, ça devait être c'était à partir de 2014, début 2014, c'était vraiment comprendre pourquoi est-ce que dans l'espace public on voyait autant de femmes voilées, qu'est-ce qui a changé, notamment dans certains quartiers où finalement elles étaient peu nombreuses voilées et que tout d'un coup ça prenait cette proportion. Et donc, il y avait vraiment une volonté pour moi de comprendre ce phénomène. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas aller voir et vérifier, interviewer ces femmes, essayer de comprendre qu'est-ce qui les amenait à porter le voile. Alors, j'ai essayé de prendre contact avec différents centres islamiques, dont une a accepté que je puisse les rencontrer. Et je vais être très bien reçue avec un grand sourire. Et au départ, je me dis, tiens, chouette, elles sont assez sympathiques, etc. Et au fur et à mesure où je vais interviewer des femmes, il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait eu déjà il y a eu des attentats, on voyait les départs en Syrie, etc. Et la plupart des femmes, je serais étonnée de voir le nombre de femmes qui seront dans cette mosquée, qui vont la fréquenter, puisqu'avant les femmes étaient plus souvent à la maison, et là tout d'un coup il y a un espace qui était pris par les femmes, et donc là il y a une première interrogation, qu'est-ce qui a fait qu'il y a autant de femmes dans ce lieu-là? Donc je vais leur poser la question, et la plupart vont me dire, mais nous on a peur que notre enfant parte, avec tout ce qu'on entend, on ne veut pas qu'il parte en Syrie. Et donc ces femmes, il y avait quelque chose de touchant, où on sentait la peur pour leurs enfants de se faire endoctriner. Mais au fur et à mesure des mois qui vont s'écouler, où je vais essayer de m'imprégner de la langue, de la manière de parler, puisque évidemment tout est contrôlé, c'est-à-dire le langage, notre comportement, notre manière de s'habiller. Donc il y a des rappels à l'ordre permanents, plus ou moins insidieux. Même pas qu'insidieux en fait. Au début c'est insidieux, mais après ça devient très direct. Donc d'abord il y a une inscription au début de l'année. Donc toutes les femmes suivent les cours. Moi je me suis inscrite pour les cours, je me suis rendu compte que c'était le seul moyen pour moi, en fait, finalement, de pouvoir avoir les vraies informations, c'est de m'inscrire aux cours et de les suivre d'une manière assidue. Donc j'étais quasiment tout le temps dans ces lieux, et ça m'a amené aussi vers d'autres lieux, pour pouvoir aussi les comparer. Donc je vais pouvoir les comparer et voir effectivement que ce n'est pas propre à ce lieu-là. Et au fur et à mesure, en fait, au départ, on me dit « Ah, mais ici, tu es la bienvenue sans voile, par exemple. » Et donc je me dis « Ah, chouette, ils sont très ouvertes. » Et en fait, je me rends compte que petit à petit, on va me dire, tiens, c'est l'appel à la prière, il faudrait que tu portes un voile, ce serait bien, etc. Et puis de plus en plus, mais tu sais, si tu sors de cette mosquée, que tu meurs, tu vas mourir en mécréante, tu iras en enfer, etc. Et c'était le rappel quasiment quotidien qu'on faisait aussi aux femmes. Mais tout est contrôlé, aussi bien les gestes aussi. C'est-à-dire que on nous amenait à acheter un petit livre qui s'appelle « La citadelle du petit musulman ». Et on a ça pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes. On explique en fait que chaque acte, il faut utiliser des termes religieux qu'il faut prononcer pour être préservé de Shaitan, donc du diable. Et donc finalement on se rend compte que chaque chose qu'on fait, rentrer aux toilettes, sortir, aller dans la salle de bain, rentrer visiter à ses voisins, à sa famille, rentrer chez soi, etc. Chaque acte, en fait, il faut dire ces phrases-là. Et
en plus, c'est que même pendant la nuit ou le soir sur WhatsApp, on nous envoie des petits messages. Vous savez, demain c'est deuxième jour lunaire, donc il faudra faire 2 jeûnes en dehors du Ramadan, 2 jeûnes, etc. Et donc ça permet à ces personnes d'avoir une espèce de contrôle, mais aussi nous d'être contrôlés. Et donc on a l'impression d'être contrôlé par Dieu, on est en permanence, on a l'impression d'être contrôlé par son ami, par sa voisine. Donc finalement, on est contrôlé de part et d'autre. Faire attention aussi à son côté vestimentaire, etc. Donc je vais voir toutes ces femmes qui, au fur et à mesure, vont elles-mêmes commencer à subir un endoctrinement. Au point que, pour la plupart des femmes qui étaient, on va dire, qui étaient contre la violence, pour elles, c'était pas possible, et qui rejetaient le fait que des jeunes puissent partir en Syrie, tuer, etc. Là, tout d'un coup, quand ces apprenantes leur disaient « mais vous savez, il faut aller en Syrie », pour voir ce qui se passe. En réalité, les musulmans ne tuent pas les musulmans. Quand on dit que le martyr, c'est bien, mourir en martyr, c'est la plus belle chose qui puisse arriver, on voit que ces femmes acquiescent parce qu'elles sont face à des gens qui leur disent « mais nous, on sait, on a lu le Coran, on le connaît ». Donc tu dis que ces femmes arrivent au départ parce qu'elles veulent protéger leurs enfants de l'endoctrinement, et ça va être elles qui vont être victimes d'endoctrinement, au point ensuite de délivrer un discours qui est justement celui qui favorise finalement des départs, en tout cas qui empêche que le départ en Syrie soit vu comme un absolu. Tu dis quelque chose de très fort, c'est-à-dire que ce que tu racontes, c'est que tu vas fréquenter ce monde-là pendant 3 ans. Et tu écris « Simplement en passant d'un quartier, d'une rue à l'autre, il me semblait basculer de pays, de siècles, de civilisation. Petit à petit, je me sentais gagnée par une forme de schizophrénie. Une violence inouïe s'exerçait tant sur mon esprit que sur mon corps. Car tout est contrôlé dans ce monde, vêtements, faits, gestes, jusqu'à votre vie intime, vos pensées, vos rêves. Plus rien ne vous appartient. Vous appartenez à la communauté. J'étais sans cesse ramenée à l'enfermement de ma condition de femme. Sinon me guettait le rejet, l'exclusion. » C'est extrêmement fort, ces mots, notamment sur le fait d'avoir le sentiment, vous restez en Belgique, de changer de monde complètement. Est-ce que, au cours de ces 3 ans, dans ces lieux d'endoctrinement, vous croisez un Belge, en tout cas, tout le monde est belge, mais ce que vous appelez un belgo-belge, autrement dit, quelqu'un qui n'est pas de culture arabo-musulmane? Alors ici, il s'avère qu'on a aussi des convertis dans ce milieu-là, mais ça reste toujours la communauté musulmane. Donc à partir du moment en fait, où vous êtes musulman, vous n'êtes plus belge, vous n'êtes plus marocain, vous n'êtes plus algérien, vous n'êtes que musulman. Et donc c'est dans cet esprit-là en fait qu'ils nous éduquent avant tout. C'est-à-dire qu'on n'a plus une identité belge, mais une identité musulmane. Et c'est pour ça aussi que la loi religieuse, elle est supérieure. Et d'ailleurs, elles répéteront tout le temps qu'on ne peut pas remettre en question ce que Dieu a dit. Si on remet en question, c'est que quelque part, il y a le diable, il y a cette personne, et c'est pour ça que l'autre, l'altérité, celui qui est mécréant, devient un ennemi, parce qu'en réalité, il représente le diable. Et donc, il faut s'en écarter, au point qu'on nous dit on ne peut pas dire bonjour à une autre femme si elle n'est pas musulmane. Donc, on sépare le monde en deux, ce qui fait que quand on va... Il y a les musulmans et tout le reste. Exactement. Et là, est-ce qu'on est encore, parce que il arrive aussi que dans le cadre de lieux qui sont extrêmement marqués idéologiquement, ils ne suffisent pas d'être musulmans. Encore faut-il l'être de la bonne manière, sinon on renvoie le musulman qui ne se plie pas à l'idéal islamiste à une forme d'apostat ou en tout cas de mécréance. Est-ce que tu rencontres ces mêmes... parce que nous, on a connu ça en France, est-ce qu'en Belgique, il y a aussi ce... Ou alors on est dans de la séduction, donc la personne musulmane doit s'accorder à ce que demandent les islamistes, mais on peut lui laisser un petit peu de temps. Ben ici, je dirais que comme les islamistes ont carte blanche en Belgique et ils peuvent les routes leur sont ouvertes, il n'y a pas d'institution ou de personnalité qui se met face à eux. Donc on les laisse vraiment faire comme bon leur semble. Donc ils essayent par la séduction en fait de vous amener. Donc soit par la séduction pour ceux qui ne sont pas musulmans, ou pour ceux qui sont musulmans mais qui s'égaraient, on est plutôt on va essayer de les comment je dirais de les culpabiliser. On va jouer avec les émotions. Quand on parlait de violence, par exemple,
Moi, comme j'ai vécu cet enfermement dans le quartier et que je le connais assez bien, c'est vrai que le fait de revenir dans un lieu où tout est contrôlé, c'est la violence qui ressort et donc il y a une espèce d'angoisse qui remonte. Et j'ai pu constater que pour certaines femmes, c'est exactement ce qu'elles ressentent, mais en même temps, il y a le fait de se dire, ok, si j'accepte, je serai dans un groupe, j'appartiens à un groupe et je serai protégée. Donc se dissoudre dans le groupe peut être une tentation réelle. Tout à fait, parce que d'autant plus que quand on a eu des manquements enfants, et c'est ce qui a été le cas pour la plupart des femmes, puisque c'est toujours le garçon qui a été mis sur un piédestal par les parents, la femme, il y a une espèce de revanche qu'elle recherche, et là on leur donne, en fait, il y a ce discours un peu à la Tarek Ramadan, qui a été très présent en Belgique aussi, ces discours en tout cas, et le fait qu'il était invité sur les plateaux TV comme un spécialiste de l'islam, il a beaucoup séduit parce que il leur donnait cette impression d'exister, d'avoir de la valeur. Et donc ces femmes se disent, ben là je vais pouvoir appartenir à un groupe, mais en plus je peux être active. Et c'est ce que dans ces lieux on leur apprend, c'est-à-dire que par la douceur entre guillemets, c'est que si vous êtes d'accord avec eux et que vous épousez leur idéologie, on va vous porter et on va dire tant que c'est dans le cadre islamique, on vous portera, on vous acceptera, vous vous sentirez beaucoup plus forte. Et il y a quelque part un espèce de déni finalement du reste, parce que vous savez que si vous dites un discours, vous tenez un discours contraire, vous serez rejeté. Vous serez rejeté de votre famille, ce qui est très dur. Vous serez rejeté de la communauté, ce qui est aussi très dur. Et finalement, vous allez vous retrouver dans l'autre monde de l'impur que vous ne connaissez pas, qui va être très angoissant puisqu'on ne sait pas vers où on va. Et donc en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que finalement le conformisme est extrêmement valorisé, ce qui va mettre ces femmes dans une place paradoxale, puisque pour avoir du pouvoir, il va donc falloir qu'elles exercent de l'influence sur les autres femmes et qu'elles soient donc les gardiennes du temple ou la gardienne de la vertu des autres. Ce qui veut dire que finalement, pour exister en tant que femme, il faut peser sur l'existence des autres femmes, être un rappel à l'ordre permanent. Oui, tout à fait. Et puis alors, il y a des groupes aussi, par exemple, du jeune fille, si on parle un peu du voile. Quand je suis arrivée au tout départ dans ce lieu, il y avait 13 jeunes filles, la plupart n'étaient pas voilées. Au bout de 6 mois, elles étaient toutes voilées. On est passé à 22 jeunes filles. 1 an plus tard, elles étaient à 40. 3 ans plus tard, elles sont à plus de 150. Et à chaque fin d'année ou en début d'année, c'est-à-dire en septembre, pour les réinscriptions en supérieur ou à l'université, il y a une espèce de conférence où on explique à ces jeunes filles les choix des études à faire, comment est-ce qu'on peut les faire, vers quelle étude supérieure, quelle école supérieure ou universitaire où on peut avoir accès avec le voile, et dans le cas contraire, s'il y a une interdiction, comment s'organiser pour l'imposer. Et donc finalement, on crée des militantes. C'est en ça que je pense qu'effectivement, qu'on n'est pas dans le choix de porter le voile, mais il y a vraiment une manière on forme ces femmes en fait finalement à imposer une volonté religieuse. Alors toutes ces jeunes filles pensent qu'elles ont le choix, et en réalité il n'y a pas de choix autour de ça. C'est-à-dire qu'elles se rendent compte qu'en portant le voile, c'est leurs parents ou les familles dans le quartier, elles seront bien vues. Les garçons ne vont pas les perturber, ne vont pas leur mettre les mains en fesses, etc. Donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait vraiment choix, il faut qu'il y ait une équivalence entre les deux termes, c'est-à-dire viande ou poisson, ce sont tes goûts qui vont déterminer le choix que tu vas faire. C'est un choix ouvert. Or, ces jeunes filles, finalement, on ne leur propose pas un choix. On leur dit, tu es une bonne musulmane ou tu es une pute, tu es fidèle à tes origines ou tu es traître à tes origines, tu honores Dieu ou tu déshonores ton père. Donc entre les deux termes du choix, oui c'est un choix de choisir d'être quelqu'un de bien ou une pute avec tout ce que ça charrie dans cette imagerie là, enfin marquée dans toutes les visions. Donc là on n'est plus dans le choix en fait. Non, il n'y a pas de liberté de conscience en fait. Et ici, clairement, dès le départ, pendant tout le processus où vous êtes là-bas inscrite au cours, on vous dira qu'il faut obéir et sans se poser de questions. On ne peut pas. Et la seule science, ce sont les ouvrages en fait de ce qu'ils appellent les savants. Pour eux, les savants, c'est pas comme nos savants, c'est-à-dire qu'ils ils ont suivi des études universitaires, etc., anthropologiques ou en histoire, etc. Non, ce sont les savants islamiques qui souvent sont liés à des pays étrangers, mais on a aussi ces savants, on va
va dire, qui sont plutôt islamistes d'Europe et qui font partie des mouvances islamistes, que ce soit frères musulmans, etc. Après les attentats, la Belgique, sous la pression de la France, en fait, ont dû réagir et ils ont été très regardants sur certaines mosquées, notamment salafistes. Il s'avère que comme ils étaient pointés du doigt, du coup, on a vu une vague d'islamistes de la confrérie des frères qui ont pris le pouvoir sur certaines mosquées. Donc en fait, ils n'ont pas combattu l'islamisme, ils ont combattu les salafistes, ce qui a permis au deuxième mouvement islamiste, un des plus puissants, un des plus dangereux, puisqu'il faut quand même rappeler que les frères musulmans ont été des alliés d'Hitler, l'ont revendiqué, parce qu'ils partageaient les objectifs, notamment en matière d'élimination des juifs, et que aujourd'hui encore, leur référence, leur savant de référence est un homme qui appelle au meurtre des juifs, au meurtre des koufars, qui pense que la femme est inférieure, qui appelle au djihad, et qui ne s'en cache pas. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'on a combattu les salafistes, non pas pour combattre l'islamisme, parce que en fait, les frères musulmans, du coup, ont pris leur place et ont renforcé une influence immense. Est-ce que ça se passe un peu comme en France? Donc, je vais vous expliquer, c'est que, en gros, chez nous, les salafistes, ils sont plus faciles à combattre parce qu'ils ont des grandes barbes, parce qu'ils sont habillés d'une façon qui n'est pas adaptée à la civilité d'aujourd'hui. Et donc, quelque part, ils tranchent dans le décor, on les voit, on les repère, alors que chez nous, les frères musulmans sont en général des jeunes hommes plutôt bien mis, qui font du sport et qui on va avoir une barbe très fine plutôt près et qui en fait rentrent tout à fait dans les critères, en tout cas visuellement, d'élégance, de sociabilité. Du coup, ils arrivent un petit peu, enfin, ils pénètrent beaucoup plus facilement et leur influence, leur poids en termes de lobbying est beaucoup plus fort. Est-ce qu'en Belgique c'est la même chose? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est qu'aujourd'hui en France, on a réussi à renverser le tabou de l'islamisme. Quand vous employez le mot, on vous renvoie quand même à l'extrême droite, mais plus personne n'y croit et ça va, vous n'allez pas être diabolisé. À ce titre-là, ils sont en train de perdre le combat de la dédiabolisation. Mais en Belgique, j'ai l'impression qu'en revanche, la censure fonctionne à plat. Oui, en fait, les frères musulmans et les islamistes existent. Ils sont en Belgique depuis une bonne quarantaine d'années. Mais c'est vrai que quand il a fallu mettre à l'écart les salafistes, parce qu'effectivement, comme vous l'expliquez, c'est plus visible, donc c'est plus facile de pointer du doigt ce qui est visible. Et on a tout d'un coup, surtout qu'il y a eu une pression quand même internationale sur la Belgique, puisqu'on est quand même un petit pays où il y a quand même eu énormément de départs en Syrie. Il y a eu une pression qui a fait qu'il fallait trouver une réponse très rapide. Et finalement, ceux qui ont proposé des réponses, ce sont justement les islamistes qui évidemment ont un bon verbe, qui parlent très bien, qui s'expriment très bien, qui sont des tacticiens, qui ont une bonne communication, qui sont bien organisés. Donc le champ de la déradicalisation est immédiatement investi par les frères musulmans. Tout à fait. Donc on va voir que finalement les subventions vont aller vers des structures qui proposent des solutions auprès des jeunes et qui disent au pouvoir politique, mais nous on va pouvoir les canaliser, on va pouvoir offrir un autre islam beaucoup plus apaisé, dans le vivre ensemble, la diversité, etc. Et donc on va voir apparaître en fait toutes ces définitions de diversité, mais vivre ensemble, qui n'a pas envie d'un vivre ensemble, etc. Sauf qu'en réalité, quand on regarde de plus près, c'est toujours dans un même sens. C'est-à-dire, c'est toujours accepter ce qu'une communauté veut imposer et on n'accepte pas, à contrario, ce que d'autres communautés ou d'autres personnes avec une autre vision du monde veulent apporter. C'est qu'en gros, il y a une culture qui essaie d'imposer ses façons de voir à une société qui, normalement, possède déjà sa propre culture. Or, on estime que le fait d'imposer une culture extérieure est légitime et que de défendre la culture du pays, en revanche, c'est être un raciste, un salaud qui n'accueille pas autrui, voire d'avoir des tendances d'extrême droite. C'est ça, sauf que quand vous parlez par exemple de culture, on parle quand même de jeunes qui sont là de 3e, 4e génération. Donc ce sont des personnes qui sont nées en Belgique, qui ont normalement la culture belge, mais on se rend compte que finalement c'est plutôt la culture musulmane. On parle de musulmans, et même en termes de musulmans, on ne parle pas des musulmans, en réalité on parle d'islamistes et d'islamisme. Et donc finalement c'est ça
finalement, quand on parle de diversité, en réalité, on parle de musulmans. On ne parle pas d'une réelle diversité avec différentes composantes, etc. de la société. Non, c'est une vision du monde. C'était Rachel Kahn qui a écrit un livre sur les questions de cancel culture et qui dit à un moment donné, c'est quand même surprenant, parce que diversité, ça veut dire tout le monde sauf les blancs. C'est déjà assez raciste comme concept. Et j'avais jamais pensé sous cet angle-là, mais c'est exactement ce que tu es en train de nous dire aussi. Oui, tout à fait. Et ici, pour moi, c'est clairement, il y a un racisme, mais il y a un racisme qui est plutôt de l'ordre, d'un côté, on met les musulmans, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui ne le sont pas. Et parmi ceux qui ne le sont pas, il y a encore d'autres minorités, etc. Mais alors, le pire et le summum, ce sont les blancs. Et quand on va au sein de la communauté musulmane, il y a cette... je pense que... parce qu'on a parlé aussi d'islamophobie, on parle d'islamophobie, et c'est vrai que sous couvert d'islamophobie en Belgique, on peut tout passer. Donc il suffit, quand vous dites « ah ben moi je ne suis pas d'accord avec le port du voile, etc. », vous êtes traité d'islamophobie. Enfin, vous êtes un islamophobe. Et donc finalement, sous couvert d'islamophobe, plus rien ne peut être dit, surtout quand en Belgique, le terme islamophobie est mis en avant. Vous avez eu par exemple en France le CCIF, quand il a été condamné, etc. En Belgique, il y a eu un montée de bouclier des organisations, le CCIB, le collectif de lutte contre l'islamophobie en Belgique, avec le soutien d'autres organisations européennes, ont fait un appel pour soutenir le CCIF, avec aussi des aides de personnalités, de professeurs, d'académiciens, d'universitaires. Et finalement, ils ont proposé au CCIF de venir s'installer en Belgique, puisque effectivement en Belgique, on peut retrouver les islamistes. C'est open bar en fait, voilà, pour les exactement, islamistes de la Belgique. Totalement. Ils reçoivent des subventions de l'État, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, etc. Et il y a quelque chose qui est intéressant justement dans cette histoire de carte blanche et dans tout ce qui va s'orchestrer derrière. C'est le rôle très important, notamment d'Écolo et du PS. Pourquoi, quelque part, cette force d'influence des islamistes sur cette gauche belge? Est-ce que ça concerne toute la Belgique? Est-ce que c'est pour toi plutôt lié à Bruxelles? Est-ce que c'est lié au fait que Bruxelles est le cœur de l'Union européenne et qu'il y a une vraie stratégie des islamistes pour devenir des référents pour l'Union européenne? Comment tu expliques en fait cette force d'imprégnation des islamistes à Bruxelles et sur la gauche belge ou bruxelloise? À toi de nous le dire. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas parler de toute la Belgique, mais c'est vrai que Bruxelles a cette particularité, c'est qu'il y a énormément de personnes de confession musulmane et que c'est un électorat qui est assez important. Et donc elle compte, et elle compte notamment pour la gauche, pour le PS, pour Écolo ou le PTB. Donc on sent qu'il y a une volonté en fait de draguer, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça, la population musulmane. Et quand on a, si vous voulez, des islamistes qui ont un projet politique, qui ont eu pendant des décennies, qui ont pu noyauter les différents secteurs, que ce soit celle de l'éducation, les écoles, celle des médias, celle du politique, on les retrouve un peu partout dans chaque parti, ce qui fait qu'ils sont très présents sur Bruxelles et donc ils ont un certain pouvoir décisionnel et ils peuvent influencer de l'intérieur et c'est ce qu'ils font, pression et influencer. Ils ont un impact du coup sur les autres musulmans, même s'ils ne sont pas en majorité islamistes, mais ils vont suivre parce que finalement ils vont se rendre compte qu'il n'y a personne pour contredire leur discours. Alors stratégiquement c'est intéressant et pourquoi est-ce que les autres pays européens doivent surtout se focaliser sur Bruxelles? C'est que les islamistes ont compris que les institutions européennes, qui sont aussi source de financement, sont à Bruxelles. Et donc je pense que la concentration des islamistes à Bruxelles n'est pas... Oui, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Il y a un objectif réel de peser complètement sur la façon dont l'Union européenne veut gérer finalement la présence religieuse et un certain type de présence religieuse en son sein. D'ailleurs, ce qui va être intéressant également, toujours dans l'histoire que tu nous racontes, c'est les conséquences que ça va avoir sur toi. Autrement dit, le fait que tu sois une femme d'origine arabo-musulmane
le fait de te positionner dans cette histoire va te coûter extrêmement cher. Et si je puis dire, ce qui est très étonnant, c'est que ceux qui vont te porter le coup de grâce dirigent pourtant un centre d'action laïque, mais face aux tensions avec les frères musulmans, ils vont préférer sacrifier la démocrate plutôt que dire leur fait clairement aux pressions de la gauche qui va leur tomber dessus. Est-ce que tu peux nous raconter cette partie-là de l'histoire? Oui, en fait, ce qui est important à savoir, c'est qu'en Belgique, nous n'avons pas une laïcité comme en France, et nous avons une institution qui représente les laïcs qui s'appelle le Centre d'action laïque. Ils reçoivent des subventions au même titre qu'une autre religion monothéiste, c'est-à-dire que les chrétiens et les musulmans. Et donc ces subventions dépendent évidemment du politique, et donc en fonction du politique qui sera au pouvoir, ici on parle surtout des partis de gauche, leur politique va évidemment, on va soit se taire sur certains sujets. On va ménager ses financeurs. Voilà, exactement. Et donc c'est vrai que moi au départ, d'abord, il y a quelques années de ça, je ne connaissais pas du tout le Centre d'action laïque. En fait, il faut dire que même s'ils sont très présents et qu'ils sont puissants, qu'ils ont énormément de financement, ils n'étaient, pour moi en tout cas, c'était pas très connu. Ça ne rayonne pas. Exactement, donc voilà, ils sont très discrets, on va dire. Et donc, défendre la laïcité, c'est pas un combat qu'on aime afficher en Belgique. Voilà, c'est très difficile en tout cas de l'afficher, parce qu'évidemment on est heurté à l'opposition. Et donc finalement ici, moi au départ, quand je vais apprendre qu'il y a ce centre d'action laïque et que je vais être engagée au centre d'action laïque, moi je vais être très heureuse, parce que je me dis enfin une institution qui se bat pour les mêmes valeurs, etc. Donc je vais probablement avoir du soutien, et voilà. Sauf qu'on m'explique bien d'abord que je n'ai pas été engagée pour ça, mais pour diriger des travailleurs sociaux d'une fondation en fait d'assistance d'aide morale aux détenus. Et finalement, même si je vais essayer de discuter de tous ces phénomènes, de tous ces problèmes, parce que même au sein des prisons, il y a encore, ça continue encore les problèmes et les difficultés d'endoctrinement. D'ailleurs, moi, je vais avoir aussi, puisque j'étais aussi commissaire de surveillante dans une prison en Belgique, des témoignages de personnes de confession musulmane d'origine de maghrébine qui me disent à quel point ils subissent du harcèlement des imams, mais aussi des autres détenus, puisque souvent l'imam va dénoncer le détenu qui ne pratique pas le ramadan, etc., ou va faire un appel à l'ordre. Et donc les imams qui sont au sein des prisons, il y a énormément d'islamistes aussi. Et donc quand je vais dénoncer tout ça, quand je vais parler du problème de l'islamisme, et quand surtout je vais co-créer l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, je vais avoir petit à petit, il y a des pressions qui vont se poser sur le centre d'action laïque. On va même jusqu'à aller demander mon renvoi. Ça évidemment c'est des bruits de couloir, ça ne se dit pas ouvertement, et donc moi j'apprends ça par mes supérieurs. On me demande de calmer, de ne pas trop parler de certains sujets, de me cantonner juste à mon travail. Et il y a un point, quand il y aura l'affaire Florence Henault, on va me dire soit tu te tais, soit il y a un moment donné on va devoir te remercier et te montrer la porte. Donc moi je dis... évidemment, je ne cède pas. Mon travail à l'Observatoire se fait en dehors de mes heures, mais il s'avère qu'au mois d'octobre, évidemment, on va m'appeler et me licencier. Donc finalement, sur toute cette histoire où les gens expliquent à quel point il est important, que les victimes, parce que c'est souvent au nom d'un regard porté sur la population arabo-musulmane comme une population uniquement victime, que finalement la seule arabo-musulmane de toute cette épopée, si je puis dire, va elle passer à la trappe et payer pour tout le monde. Et avant de terminer, je voulais te poser une dernière question, qui est que ce livre, tous les gens qui ont écrit là-dessus prennent un risque et le savent, ce qui est déjà prendre un risque pour sa vie, juste quand on pose des mots sur du papier, est quand même assez choquant. Comment ça se passe en Belgique, la distribution de ce livre, et raconte un petit peu les vrais problèmes qu'il y a et la peur que simplement le fait d'oser avoir pour titre caché cet islamisme déclenche en fait. Oui. Tout d'abord, c'est vrai qu'on apprenait qu'évidemment les librairies ont pu avoir aussi une pression pour justement éviter d'avoir ce livre en rayon. Mais on a eu aussi des boycotts massifs des journalistes le jour évidemment de la conférence de presse. On n'a eu personne.
Et puis les librairies, pour finir, comme on est soutenu en fait, surtout via l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles et puis via ma page Facebook, puisque moi je prends un risque aussi en m'affichant et en prenant cette... j'ai décidé vraiment de parler parce que j'estime que je ne suis pas la seule probablement. Et évidemment avec l'Observatoire, ça m'a réconfortée dans ce sens où de plus en plus de témoignages en message privé m'est renvoyé par des personnes musulmanes ou des personnes qui sont sorties de l'islam, mais en tout cas, ils témoignent en disant qu'ils sont d'accord, mais qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, d'autres qui trouvent salutaire. Et donc finalement, malgré le boycott, il y a eu une vague de personnes qui sont quand même qui se sont ruées sur les librairies. Et du coup, maintenant, c'est l'inverse qui se produit, c'est qu'il y a énormément de demandes pour avoir ce livre dans les rayons. Mais tant mieux, mais j'allais dire, toi, dans cette histoire, tu perds ton emploi, tu mets ta vie en danger parce qu'on peut peut-être aussi rappeler qu'un certain nombre de terroristes qui ont commis des méfaits, pas qu'en Belgique, venaient aussi de Belgique, que cette violence-là, elle est réelle, qu'il y a des gens qui ont été assassinés pour leur prise de position ou pour leur fonction. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on fait ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est plus fort que soi? C'est le sentiment que si on ne dit rien, on sera comptable de l'oppression que subiront les autres? Pourquoi? Finalement, en fait, c'est fou. Mais quand on vient en fait de ce milieu-là et qu'on a connu justement la violence, quand on a connu les pressions, quand on vous demande de vous taire, il y a un moment donné où je pense que c'est plus fort que nous parce qu'il y a vraiment... on en devient malade en fait. Et on a besoin d'exprimer tout ce qu'on a vécu. C'est ça où on meurt, où on se tue à petit feu. Voilà, c'est ça. Et puis c'est que finalement, notre vie, est-ce qu'elle vaut encore la peine d'être vécue si on n'est pas libre? Donc il y a toutes ces questions qui arrivent, il y a un moment donné dans... Donc en fait, ce qui est très théorique, parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on n'est pas libre, les 3/4 du temps, c'est une phrase qu'on aime bien dire, mais qui reste extrêmement théorique. Sauf que quand toi, tu l'as dit, elle n'est pas que théorique. Mais on la vit dans sa chair en fait, et on la ressent dans sa chair parce que malgré tout, toutes ces violences, on les ressent encore. C'est un impact assez fort. Et c'est vrai que le fait de pouvoir parler, parce qu'à un moment donné, en fait, on a des difficultés d'ordre de la parole aussi, et le fait de pouvoir dire les choses librement, bon, au début, c'est pas sans peine, hein. Au départ, on a très difficile, il y a toujours ces peurs, les mécanismes de peur, etc. Mais une fois qu'on s'est lancé, ce qui prend plutôt le pas, c'est qu'on n'a plus envie de retourner en arrière et on connaît les dangers. Et moi, pour prendre conscience de ces dangers, en tant que travailleuse sociale aussi, c'est que j'ai vu les dégâts que ça fait sur les personnes, sur les femmes, sur les hommes, tout ce que cela implique. On ne peut plus se taire. Et finalement, c'est plutôt cette force-là, cette volonté-là de pouvoir dénoncer pour que ça s'arrête et pour que des gens aussi puissent être soulagés. Parce que finalement, quel est le sens de mon travail aussi ? Si finalement je ne peux pas dénoncer ce qui existe, si c'est faire un travail juste pour obtenir un salaire, il y a un moment donné où je sens bien que je ne suis pas en phase avec moi-même et puis ça me renvoie aussi à ce que j'ai pu vivre. Et donc pour moi, il est très important de pouvoir en parler et pour moi, ce livre, il est salutaire. Merci beaucoup, Fadila. Merci à toi. Et merci à vous. Au revoir.